Bonjour à tous et merci de suivre ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Fin hier à Yamoussoukro de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les deux pays s'engagent pour la libre circulation des biens et services de leur population sur les deux territoires. La fin des travaux de Yamoussoukro était coprésidée par les présidents ivoiriens et burkinabés. Plusieurs autres engagements ont été pris au cours de ces assises. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Suite logique de la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina, le Conseil des ministres conjoints qui a succédé à l'ouverture des travaux. Pendant environ une heure d'horloge, les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Burkina, autour des deux chefs d'État respectifs, ont planché sur différents points en vue de l'évaluation relative aux grandes décisions. Les accords conclus, environ 19, ont été l'objet de signatures. Accords signés d'une part par les deux ministres des Affaires étrangères et de l'autre par les deux chefs d'État. Par la suite, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi, a fait la lecture du communiqué conjoint qui a sanctionné les travaux. Il en ressort que la conférence s'est notamment félicitée des décisions prises pour la consolidation de la coopération entre les deux pays visant à la promotion de l'intégration. Des conclusions qui, sans risque de se tromper, ont rencontré l'adhésion des présidents Ouattara et Compaoré quand ils ont décidé de déclarer clos les travaux. Les présentes assises consacrent le renforcement et l'approfondissement de notre coopération à travers la conclusion de 19 accords sectoriels. Je cite, entre autres, la sécurité et la défense, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la libre circulation des personnes et des biens, l'emploi, la jeunesse, l'agriculture. Je salue et je me félicite des progrès réalisés dans la préparation de 3 importants projets dont la mise en œuvre devrait avoir un impact très significatif en termes de facilitation du commerce et d'amélioration du bien-être des populations. Ces résultats sont à la hauteur de l'exemplarité des liens de fraternité qui lient nos deux États et qui, par ailleurs, nous rassurent sur le bon niveau de l'état d'exécution des diligences conjointement arrêtées. La présente conférence au sommet qui s'achève nous aura permis d'apprécier les progrès réalisés dans notre volonté commune de bâtir entre nos deux pays et nos deux peuples des relations d'amitié et de fraternité spécifiques et de dégager à travers de nouveaux accords d'heureuses perspectives pour le bien-être de nos vaillantes populations. En cet instant solennel, je me félicite de constater que les décisions importantes prises lors du sommet tenu à Ouagadougou en novembre 2011 portant sur les grands chantiers de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à la frontière du Niger, ainsi que le renforcement des capacités énergétiques et minières de nos deux pays sont désormais sur les rails. Je reste convaincu que la réalisation de ces grands chantiers, ainsi que la mise en œuvre des accords que nous venons de signer, contribueront à rapprocher davantage nos deux pays, à accélérer les processus d'intégration régionale ouest-africaine et surtout à accroître le bien-être de nos populations. Et puis, prenant congé après une brève conférence de presse, les présidents ivoiriens et burkinabés n'ont pas manqué d'indiquer être convaincus que la coopération Côte d'Ivoire-Burkina pourrait être un véritable moteur de l'intégration régionale. Après les travaux, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a rencontré la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Le président burkinabé a abordé avec ses compatriotes l'importance du traité d'amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les préoccupations de la communauté ont été aussi évoquées lors de cette rencontre. On en parle avec Alvorassa. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire sont venus de plusieurs localités. Abidjan, Abangourou, Soubré, Bouaké, Tébissou, Daougro pour cette rencontre avec le président Blaise Compaoré.
Les différents intervenants, Traoré Daouda, Yacouba Sabadogo, Joseph Bado, Victorien Youbare, Bahamadi Ouedraogo ont remercié le président Blaise Compaoré pour son soutien aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et ses actions de paix en Afrique de l'Ouest. Il s'engage à ses côtés pour la construction du Burkina Faso. Vos efforts inlassables à travers le Conseil de l'Entente, la CEDEAO et l'Union africaine ont fait de vous un homme d'État écouté. C'est une fierté pour nous, les Burkinabés. Au regard de tout ce qui se passe au Faso, nous suivons l'évolution grâce aux médias. Le président Blaise Compaoré a salué le courage et le travail des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, travail qui contribue au développement du pays hôte, sans oublier leur pays d'origine, le Burkina Faso. Nous sommes là pour vous saluer, mais surtout pour vous dire que nous vous sommes très reconnaissants pour ce grand attachement que vous avez toujours déployé en direction du pays, en direction des Burkinabés de l'intérieur. Il leur a ensuite expliqué l'importance du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous marchons pas à pas vers la fortification de nos deux nations, parce que nous avons pris conscience que développer nos deux pays, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un vienne le faire à notre place. Et nous avons compris aussi que le faire séparément, tenter de le faire séparément, c'est aller vers l'échec. Et que nous deux, en réunissant nos énergies, d'abord le président Ouattara et moi, aujourd'hui, en réunissant nos intelligences, nos deux peuples, nous sommes capables de soulever des montagnes. Et c'est ce que nous allons faire. Le président Blaise Compaoré a enfin invité ses compatriotes à vivre en bonne intelligence avec les Ivoiriens et à rester mobilisés pour bâtir les deux nations, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On reste avec Alvor Rassa, présent à Yamoussoukro. Les chefs de gouvernement ivoiriens et burkinabés ont visité les centres d'hémodialyse et de transfusion sanguine du district. Une découverte pour Luc Adolphe Tiao, Premier ministre burkinabé, qui a visité les deux centres comme je viens de le dire. En visitant le laboratoire du centre de transfusion sanguine réhabilité par le PEPFAR et le centre d'hémodialyse de Yamoussoukro, le Burkina Faso, selon son Premier ministre, Luc Adolphe Tiao veut s'inspirer de l'exemple de la Côte d'Ivoire au niveau du fonctionnement de ces deux centres. La question de don de sang aujourd'hui est très cruciale. Nous savons qu'il y a souvent un besoin énorme de don de sang. Donc en tout cas, je ne peux que me réjouir de voir cet important investissement. Et bien sûr, cela également aussi nous inspire au Burkina Faso. Et l'intérêt justement de ce genre de visite, c'est que nous puissions échanger nos expériences. Et je pense que nous allons voir au niveau de notre gouvernement comment nous inspirer de cette expérience ivoirienne qui me paraît vraiment très intéressante. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan soutient que ces deux centres vont offrir des services de qualité. Pour le centre de transfusion sanguine, il invite les populations de Yamoussoukro et des villes et villages environnants à donner leur sang pour le faire fonctionner et rendre disponibles les produits sanguins. Les besoins sont importants et j'ai cru comprendre qu'on ne couvre que 60% de nos besoins. Donc c'est l'occasion de faire l'appel aux donneurs de sang qui soient beaucoup plus nombreux puisque le chiffre que j'ai noté, il faut 220 000 poches et apparemment il n'y aurait que 160 000. Donc il y a un chemin donc à faire, c'est la première chose que je voulais indiquer. La deuxième chose que je voulais quand même noter, c'est effectivement la qualité de notre coopération avec le Burkina Faso, de manière à ce que, comme le Premier ministre l'a indiqué, nous puissions donc faire les échanges d'expériences, de manière à ce que nous tirons donc profit de ce qui se fait de meilleur de part et d'autre. Il a pour terminer invité la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, Raymond Godou Kofi, et les personnels à prendre soin du centre d'hémodialyse et du laboratoire du centre de transfusion sanguine de Yamoussoukro. L'hépatite virale touche 2 millions de personnes en Côte d'Ivoire, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pour lutter contre la maladie, l'engagement et la volonté politique ne suffisent pas. Il faut associer le dépistage justement présenté comme le moyen le plus efficace de prévention de l'hépatite virale. Francis Boifo nous en parle.
Le dépistage reste pour les autorités ivoiriennes le moyen efficace de prévention des hépatites virales. Nous avons les hépatites A, les hépatites B, les hépatites C, les hépatites D et les hépatites E. Les hépatites A et E se transmettent par voie orale, donc c'est des hépatites qu'on va contracter lorsque les aliments sont souillés, lorsque l'eau de boisson est souillée. Et à côté de ces hépatites, vous avez les hépatites B, C et D qui, elles, se transmettent exactement comme le VIH-Sida, c'est-à-dire par le sang, les rapports sexuels non protégés, la salive, certains liquides biologiques de l'organisme et la transmission mère-enfant. Les hépatites virales B, C et D sont les premières causes de cirrhose et du cancer du foie selon le Programme national de lutte contre ces pathologies. Tout malade de l'hépatite devra débourser 7 500 000 francs CFA par an pour l'achat des médicaments. Trop cher, le gouvernement ivoirien prend des mesures. Et pour ceux qui ont besoin de traitement, le ministère de la Santé a mis déjà en place un stock de plus de 6 000 traitements dans les CHU. On soigne les malades gratuitement jusqu'à ce que le stock actuel soit épuisé. Mais le ministère est en train de prendre les dispositions pour constituer un nouveau stock. Selon les spécialistes, l'hépatite B affecte plus d'1 600 000 personnes par an en Côte d'Ivoire, contre 2 milliards à travers le monde. La 49e promotion de l'ENS École normale supérieure a réfléchi hier au rôle de l'enseignement dans un contexte de développement, surtout que la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays émergent d'ici à 2020. C'était au cours d'une conférence organisée justement à la faveur de la sortie de cette promotion. Brouléon. Première journée des festivités de fin d'année pour la 49e promotion de l'École normale supérieure d'Abidjan, ENS. Les stands pour banque constituent l'attraction des étudiants, désormais devenus fonctionnaires. Les 2 années de formation n'ont pas altéré leur joie à la suite du succès comptabilisé il y a 3 ans au concours d'entrée à l'ENS. Juste après la crise, le concours a été annulé. Nous avons repassé le concours. Et nous sommes aujourd'hui là. Avoir repassé le concours a confirmé vraiment que je méritais ma place en tant que professeur de mathématiques. Promotion spéciale, défi spécial, c'est lui de contribuer à faire de l'école ivoirienne le moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le professeur Amoua Urbain a donné à la promotion sortante de l'ENS les 7 clés de la connaissance et les 3 atouts majeurs de l'enseignant. Un enseignant doit se nantir de toutes les compétences que sont les différents savoirs. Il doit savoir faire, il doit savoir faire, ainsi de suite. Mais également, il doit se nantir de beaucoup d'humilité qui devrait lui permettre de savoir faire savoir qu'il sait. La promotion sortante, la 49e de l'ENS, est baptisée Promotion Guillaume Soro, du nom du président de l'Assemblée nationale. Elle compte 823 diplômés, dont 225 enseignants qui recevront ce mercredi leur baptême. 5 narcotrafiquants nigérians ont été arrêtés ce dimanche à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ces individus en provenance de Sao Paulo au Brésil détenaient environ 3 kg de cocaïne. Ce coup de filet a été possible grâce à une collaboration entre la police des stupéfiants et la subdivision des stupéfiants de la douane. Emmanuel. Beaucoup de filets pour la police des stupéfiants. Ces 5 individus, tous de nationalité nigériane, ont été interpellés à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. En provenance de Sao Paulo au Brésil, ils transportaient environ 3 kg de cocaïne. Nous avons été informés que des individus en provenance de Sao Paulo seraient en direction d'Abidjan et qui détenaient de la drogue. Donc nous avons mis notre système en jeu et après observation, nous avons trouvé qu'ils ont commencé à déféquer de la cocaïne. Et nous avons recueilli, après l'interpellation, après qu'ils aient fini complètement de déféquer, nous avons au total 189 boulettes de cocaïne qu'ils ont déféquées. Actuellement, ils sont dans nos locaux. Nous sommes en train d'amener les enquêtes pour voir quels sont les commanditaires internes, quels sont les commanditaires externes, et puis après nous allons les conduire au parquet. De janvier à mai 2013, la police des stupéfiants a saisi plus de 5 kg de cocaïne, 1,5 tonne de cannabis et 3 tonnes de médicaments de la rue. Mieux, elle a détruit 42 fumoirs et interpellé 716 personnes dans le district d'Abidjan.
Le directeur de la police des stupéfiants et drogues invite les populations à une franche collaboration en vue de mettre fin à ce fléau. Aussi ajoute-t-il un numéro vert mis à leur disposition afin de dénoncer tout acte suspect dans leur environnement. Dans le reste de l'actualité, en bref, Mamnoun Hussein est le nouveau président de la République pakistanaise. Il s'agit d'un homme d'affaires qui a fait fortune dans le textile au Pakistan. Le président est choisi par le Parlement et les assemblées régionales. Et toujours en bref, aux États-Unis, Bradley Manning, le jeune soldat américain accusé d'avoir transmis des milliers de documents confidentiels au site Wikileaks, a été reconnu coupable par la justice militaire américaine. Dans 19 des 22 chefs d'accusation qui pesaient sur lui, le soldat échappe à la prison à perpétuité sans remise de peine. Le verdict est tombé ce mardi. Et on termine ce journal avec un mot de culture. Le Mexique est sur le point de diffuser la première télénova en langue maya sous forme de documentaire fiction intitulé Bactún. Le réalisateur rend hommage à la culture et aux valeurs du peuple maya, victime de marginalisation sociale dans le monde. Regardez. Bactún, c'est le nom de la dernière telenovela produite au Mexique. Son originalité, les dialogues sont entièrement en langue maya. Elle sera bientôt diffusée sur la chaîne publique de l'État de Quintana Roo. Environ 750 000 personnes parlent encore la langue maya au Mexique. Le réalisateur et producteur de la telenovela est un documentariste qui a beaucoup travaillé dans leur communauté. Sa principale crainte est de voir la langue maya disparaître. Bactún est un projet qui cherche essentiellement à défendre la langue maya, à faire en sorte qu'elle soit utilisée dans les médias de masse. Il contribue à empêcher que la langue et la culture se perdent, car une fois que la langue est perdue, ce qui suit tout de suite après, c'est la culture. Bruno Carcamo s'est rendu compte qu'à l'heure de diffusion des telenovelas en espagnol, l'après-midi, tous les gens s'enferment chez eux pour regarder la télévision. Alors, il a utilisé les mêmes recettes. Bactún est une histoire classique de triangle amoureux, deux frères qui se disputent l'amour d'une même femme. L'un d'eux veut sauver son village de la destruction. Tous les tournages ont été réalisés dans des décors authentiques. Comme nous n'avons pas de scénographie fictive, les maisons sont réelles. On peut voir directement comment sont les villages, comment est la salle à manger de ses habitants, comment est leur quotidien et qu'est-ce qui compte dans leur vie. La telenovela est aussi une histoire de renaissance, celle de la culture maya. Bactún est le nom donné au cycle de temps long dont le dernier s'est terminé le 21 décembre 2012. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1 et sur RTI.ci. Merci beaucoup.